Studio Balado. Non-binaire. Flo Delval, Studio Balado. La première chose que je me suis dit, c'est « Ok, je suis pas une femme. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, premièrement, je me suis identifiée comme trans sans mettre plus de mots. Et je me demandais, est-ce que du coup, je suis un mec trans ou je suis une personne trans non-binaire ? Je m'appelle Flo Delval, j'ai 45 ans, activiste, mon pronom est AL, et je suis une personne non-binaire. J'évolue au sein de la communauté non-binaire de Bruxelles où chaque jour j'entends des témoignages. J'ai eu envie de les enregistrer afin de créer les représentations qui nous manquaient et de constituer une archive. Je suis donc allé en Wallonie et à Bruxelles rencontrer des personnes qui vivent en dehors des normes de genre imposées. Mel est franco-thaï. En France, il a été confronté à l'exotisme, mélange de racisme et de transphobie. Pour s'en échapper, Mel a trouvé dans la culture asiatique d'autres représentations de genre. Je vous propose d'écouter le récit d'une personne qui construit son genre à l'aune d'une double culture. Salut, moi c'est Mel. Mes pronoms en français c'est il et en anglais c'est he ou they. J'habite à Bruxelles. J'ai grandi en France. Et mon identité de genre, je suis trans non-binaire. J'ai 28 ans et qu'est-ce que je fais dans la vie ? J'avais repris des études que j'ai terminées, des études d'ingénierie de l'eau et du climat. Je travaille sur un article de recherche et en parallèle, je travaille dans un café. Dans cet épisode, Mel utilise plusieurs fois white pass ou white passing. Ce terme désigne des personnes racisées qui sont perçues comme blanches. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai 28 ans et il me semble que j'ai fait mon coming in il y a 3 ans. Il y a 3 ans, donc j'avais 25 ans. Coming in et très rapidement après coming out social. À l'époque, quand j'ai fait mon coming in, je travaillais, j'étais ingénieure dans les travaux publics. Je travaillais depuis 1 an et j'étais en arrêt maladie pour burn-out, qui s'est révélé être une dépression. Et en fait, quelques semaines après le début de l'arrêt maladie, en fait, j'ai fait mon coming in. Donc j'ai dû arrêter de travailler, j'ai commencé à voir un psychiatre dans le cadre de ma dépression. J'étais au fond du trou, évidemment, et en fait je me suis posé énormément de questions que je remettais sous le tapis. En fait, j'ai fait mon coming in, c'était assez marrant maintenant quand je le raconte parce que à la même époque j'étais obsédée par les groupes de K-pop masculins et les séries de boys love, voilà, qui racontent les déboires amoureuses entre 2 garçons généralement. Et en fait, j'étais obsédée par ces séries, j'étais obsédée par les chanteurs de K-pop, mais pas tellement par leurs chansons, mais par les lives musicaux, les clips, etc. À un moment, j'étais toujours en arrêt maladie et je vais au coiffeur et je dis, j'y vais avec une photo d'un des chanteurs de K-pop et je dis, je veux cette coupe-là. Ça a toujours pas fait tilt dans ma tête à ce moment-là, sachant que j'avais déjà, sans m'en rendre compte, changé ma manière de me mouvoir dans mes gestes, de marcher depuis 1-2 ans. C'est une remarque que m'ont fait mes amis après coup, quand ils m'ont dit qu'ils avaient compris avant moi que j'étais trans. Et du coup, je vais au coiffeur, il me fait cette coupe de chanteur de K-pop. Moi, ce dont je me souviens, je sais pas si c'était vraiment le cas, mais j'avais vraiment l'air, j'avais une esthétique très androgyne et une tête assez androgyne avec cette coupe de cheveux. Et en revenant du coiffeur, je pouvais pas arrêter de me regarder dans le miroir, dans toutes les vitres. J'ai pris, je pense, 40 minutes à rentrer chez moi alors que j'étais vraiment à 10 minutes. Et c'était incroyable, ça m'a vraiment perturbée, bouleversée, et je me demandais, mais comment ça se fait que ça me mette dans cet état-là ? Je sais pas combien de jours après
ça fait tilt dans ma tête, mais à un moment, j'étais encore en train de me regarder dans mon miroir avec ma coupe de cheveux, mon style vestimentaire, et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois que j'ai l'impression de me voir telle que je suis. Et là, je me suis dit, ah ouais, je crois que t'es en train de te questionner sur ton identité de genre, en fait, t'es peut-être pas une meuf. Et du coup, je me suis dit que j'ai accepté que je me questionnais sur mon identité de genre, mais pendant plusieurs semaines, je voyais une psy et c'était la seule personne à qui j'en parlais. Et je me souviens très bien lui dire, je me questionne sur mon identité de genre, mais ça veut pas dire que je suis trans, ok. Et en fait, après coup, enfin même sur le coup, je me rendais compte que j'avais extrêmement peur de faire un coming in et de sortir du déni. Et parce que j'avais peur de comment ça allait changer ma vie, d'être trans parce que d'une part, je connaissais la transphobie uniquement pas en tant que personne trans à l'époque. Je vivais pas la transphobie et j'en avais déjà peur à l'époque et je me disais mais c'est encore 15 000 fois pire que ce que j'imagine. Et d'une autre part, en fait, j'avais peur qu'en sortant du déni, même si c'était déjà trop tard, j'en étais déjà sortie, mais j'avais peur de ce que ça allait impliquer d'être dans le déni, de pas être en accord avec mon identité de genre. Je savais pas comment j'allais pouvoir vivre ça, donc ça me faisait extrêmement peur. Donc je me retrouvais un peu face au pied du mur, me dire ok, je crois qu'on est en train de réaliser un truc là, mais on sait pas comment on va vivre avec ça. Du coup, j'avais peur et au final, j'ai accepté mon coming in relativement rapidement, au bout de quelques semaines, parce que en même temps que je me posais la question en refusant de donner des réponses, le fait de changer mon aspect vestimentaire, esthétique, ça me faisait énormément de bien. Et j'étais en arrêt maladie pour dépression et ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure que j'en parlais de cette identité de genre, cette thématique et que je changeais la manière dont j'étais perçue. Donc à un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas trop le choix et aussi j'ai fait le choix d'accepter qui j'étais parce que en fait, ça m'a un peu énormément aidé ce coming in parce que je me suis dit bon ok t'es au pied du mur, t'es au fond du trou, est-ce que ça vaut pas le coup de devoir commencer la vie en acceptant qui t'es quoi. Du coup, je me souviens très bien qu'à l'époque, la première chose que je me suis dit, c'est ok, je suis pas une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, premièrement, je me suis identifiée comme trans sans mettre plus de mots. Et je me demandais, est-ce que du coup, je suis un mec trans ou je suis une personne trans non binaire? Je savais pas en fait. Je savais pas et juste, je m'identifiais à une forme de masculinité. Je suis restée dans ce flou pendant peut-être un an et demi de me dire, en fait, je sais pas si je suis un mec trans ou une personne non binaire. Le terme non binaire me correspondait parce que je pouvais me dire, même si je m'identifiais à une forme de masculinité, c'est pas les images de masculinité qu'on a, les images mainstream. Donc, pour moi, le terme non-binaire recouvrait la définition de mon identité de genre qui était déjà elle-même pas très définie envers moi-même. Et donc, tu avais déjà ce mot-là en tête, tu le connaissais déjà? Ouais, et parce que j'ai eu de la chance à cette époque-là, j'étais dans des milieux féministes, des milieux queer, et j'avais des amis non-binaires. Donc c'était une grande chance parce que j'avais ces mots-là et j'avais des personnes à qui je pouvais en parler, des personnes très bienveillantes et du coup oui ça m'a beaucoup aidé pour mettre un nom sur mon identité de genre peu après mon coming in. Je me souviens pas avoir eu des questionnements sur mon identité de genre avant, alors que je savais que la transidentité existait depuis que j'étais enfant. Mais je m'étais pas posé de questions sur mon identité de genre. Et en fait, je connaissais la transidentité que de loin. Et pour moi, je pensais que
il y avait uniquement les femmes trans qui existaient. J'avais pas d'autres représentations. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des représentations de personnes trans quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et ado. Mais non, je me suis pas posé de questions avant ce coming in. C'est juste, après coup, il y a plein de petites choses où je me dis, ah bah oui, c'était évident. Et je me sens un peu con maintenant de pas avoir fait le rapprochement à cette époque. Mais en même temps, ces petites choses, ça aurait aussi pu arriver à des personnes cis. Et aussi, toutes les personnes trans n'ont pas ces petites choses avant de faire un coming in. Ça n'a pas forcément un sens, mais pour moi, par exemple, quand j'ai commencé à avoir mes règles, quand j'étais ado, je les ai eues quand j'avais 16 ans. Et je refusais d'avoir mes règles. Je voulais pas avoir mes règles. Et du coup, j'ai pris la pilule en continu pendant des années et des années pour ne pas avoir mes règles. Alors que j'avais pas de vie sexuelle active. J'ai une vie sexuelle active à partir de 21 ans. Donc, et en plus, je pense que j'ai arrêté de prendre la pilule peu de temps après. Et mais du coup, je refusais d'avoir mes règles. Et donc, si je prenais pas la pilule en continu, mes règles, je les avais tous les 6 mois. Donc, je les avais pas si souvent que ça. Mais je me servais pour que les médecins acceptent de me la donner en continu. Je disais que mes douleurs de règles étaient trop intenses, etc. Ce qui était vrai, mais c'était pas la vraie raison pour laquelle je voulais pas mes règles. Et je me souviens avoir formulé à des amis que, en fait, sans mes règles, je me sentais mieux dans ma forme de féminité. Je me souviens que c'est des termes que j'utilisais. Des exemples de choses comme ça où, après coup, je me dis, ah, ça aurait pu être des indices. Et j'aurais pu... je pense que c'est des choses qui peuvent aussi arriver à des meufs cis, hein, ce genre de ressenti ou de réflexion, mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça où j'ai pas mis le spectre de l'identité de genre quand j'ai réfléchi à ces choses-là. Et en fait, j'aurais jamais de réponse de est-ce que c'était un indice ou pas, mais je trouve ça assez marrant et intéressant d'y penser après coup. J'ai grandi en France à partir de 3 à 4 ans, mais je suis franco-thaï. Mon père est français, ma mère est thaï. La perception de mon ethnicité, c'est le terme que je vais utiliser, a changé au cours du temps, mais quand j'étais en école d'ingé, généralement je white passais pas, on savait que j'étais pas blanc. Je pense que je vais parler de moi au féminin, parce qu'à cette époque-là, je me genrais au féminin, et parce que je pense que le fait que je sois socialisée comme une meuf joue aussi sur la manière dont je suis racialisée. Du coup, les gens savaient que j'étais pas blanche, mais arrivaient pas forcément à situer mes origines, donc ce qui fait qu'on me le demandait très souvent. Donc les gens finissaient par le savoir très rapidement, au bout de quelques minutes de conversation. Donc j'étais une meuf métisse asiatique, perçue comme telle, peu particulièrement taille, et donc ça vient avec son lot de transphobie. Même quand on est une meuf cis ou qu'on pense être une meuf cis, comme moi à l'époque, ça vient avec un lot de transphobie qui est assez particulier. Donc moi je me souviens très bien que à l'école, en école d'ingé, mais aussi plutôt au collège, une des blagues entre guillemets qu'on me faisait très rapidement une fois que je disais que j'étais franco-thaï, c'est on me demandait si j'avais une bite. En fait, ça venait des stéréotypes qu'on a de la Thaïlande et des personnes thaï et des meufs thaï, parce qu'on a l'impression qu'il y a une grande représentation des meufs trans en Thaïlande. Et du coup, c'était très particulier, et du coup, j'étais socialisée comme une personne pas blanche, mais parfois je voulais être passée quand je parlais pas aux gens. Et donc j'étais perçue comme une meuf et je me percevais comme une meuf, donc je recevais énormément de sexisme dans un milieu d'ingé, et ça a continué dans l'entreprise. Quand j'entendais pas de propos directement racistes, j'entendais énormément de propos fétichisants, donc qui sont racistes, hein, des meufs asiatiques et des meufs métisses asiatiques. Et ça, je me souviens surtout dans le milieu du travail, où j'avais fait un stage dans une compagnie de production d'électricité française. Et du coup, je travaillais dans une centrale électrique. Et en fait, c'était bizarre parce que je me suis retrouvée avec énormément de collègues blancs qui étaient mariés à une meuf asiatique ou métisse asiatique. Et du coup, là, c'était super bizarre. Je sais pas comment ça se fait et comment je me suis retrouvée là, mais du coup, il y avait énormément de fétichisation, d'exotisation, oui, les meufs asiatiques, c'est les plus belles, les meufs
métisse asiatique, c'est plus belle, etc. Et c'est extrêmement problématique. Et c'est des genres de discours que j'ai entendus beaucoup quand j'étais ado et dont j'ai fait l'objet de fétichisation et d'hypersexualisation en étant perçue comme une meuf métisse asiatique. Je sais pas démêler tous les films, mais je sais que ça a participé à ma perception de mon genre en tant que meuf à l'époque où il fallait que je me pose en contradiction avec tout ça. Il fallait que j'ai l'air méchante ou je pense que j'ai développé une grande partie de ma bitch resting face. Avec ça, je pense d'une part c'est naturel, mais j'en ai aussi énormément joué du fait que il fallait que j'aille à l'encontre des stéréotypes de meufs asiatiques ou métisses asiatiques soumises, vénales, une espèce d'objet sexuel qui marche dans la rue, quoi. Et donc, je sais pas démêler tous les fils et du coup, j'ai aussi fait énormément de misogynie intériorisée à l'époque où j'étais en école d'ingé. Donc, et je sais pas quelle partie vient du fait que je suis pas une meuf et quelle autre partie vient du fait que j'agissais en réaction aux propos sexistes, racistes que j'entendais. Je pense que c'est un peu tout à la fois. Vous écoutez Mel dans Non-Binaire, un podcast de Flo Delval et du studio Balado. Les personnes racisées, c'est-à-dire victimes de racisme, subissent aussi d'autres discriminations de manière croisée ou intersectionnelle. Les catégories race et genre sont des constructions qui permettent de justifier des privilèges. On ne peut pas déconstruire l'un sans déconstruire l'autre. Avec ma mère, j'ai toujours eu une relation conflictuelle et compliquée. Mais quand j'ai fait mon coming out social, que j'ai fait assez rapidement après mon coming in auprès de tous mes cercles sociaux, j'ai fait mon coming out à mes deux parents en même temps. Et je pensais que ma mère, de toutes les personnes que je connaissais dans mon entourage, amis, famille, autres, travail, je pensais que ce serait celle avec qui ça se passerait le mieux. Je pensais... parce que avec elle, j'avais eu accès à des représentations de transidentité et que je pensais qu'elle avait grandi... J'étais trop naïf, mais je pensais que du fait qu'elle avait eu elle-même plus de représentations que moi, ça se passerait mieux. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Sur le moment du coming out, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu je me souviens pas de remarques particulières. Jusqu'à quelques mois après, en fait, ma mère a commencé à avoir des propos transphobes envers moi, envers des amis qu'elle connaissait pas personnellement, mais elle savait que ses amis étaient trans. Et aussi parce que avant de faire mon coming in, je me suis servi du fait que j'avais des amis trans non binaires et d'expliquer à ma mère ce que c'était, comment il fallait genrer les personnes. Bon, elle n'a jamais respecté, mais ça m'a permis de faire une introduction à ce que c'était que la non-binarité. Et après, je suis venue avec mes petits sabots pour faire mon coming out. 1 an après le coming out, on a eu une très très grosse dispute. Et en fait, ma mère m'a complètement rejetée et m'a dit que en gros j'étais plus son enfant, qu'elle était plus ma mère et voilà, elle a insulté des amis, qu'elle sait être trans. Puis elle m'a dit que de toute façon c'était parce que j'avais une mauvaise fréquentation que je pensais que j'étais trans, que en gros c'est l'idée que c'est contagieux, voilà. Et du coup, on a toujours eu des problèmes avec ma mère. Si j'étais pas trans, j'aurais toujours eu des problèmes avec elle, mais ça a participé au rejet de ma mère et ça a rajouté quelque chose, une raison pour qu'elle me rejette. Et ouais, du coup, la personne avec qui je pensais que ça se passerait le mieux, ça a été le pire. Et à l'inverse, il y a des personnes avec qui je pensais que ça se passerait pas bien du tout, et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, comme quoi, on sait jamais. Tu m'as dit que ça te mettait dans une sorte de situation de dilemme. Ouais, complètement. Parce que avec mon bagage culturel multiple et mon ethnicité multiple, j'ai beaucoup de sentiments d'illégitimité dans ma racialisation et aussi comment je suis perçue et racialisée, ça a changé au fil du temps et je white pass énormément maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça dépend aussi de
quel genre je suis perçue. Et du coup, avec ma mère, on s'est rapprochés il y a quelques années, et on s'est rapprochés justement en passant par notre bagage culturel commun, le bagage thaï, et on a formé des liens qu'on n'avait pas avant, au moment où j'ai investi ces choses-là avec elle, et au moment où j'ai parlé avec elle, où je parlais avec mon père devant ma mère. Et je parlais du fait d'être blanc, le fait que mon père était blanc, etc. Des thématiques qu'on n'avait pas, mais commençais à nommer mon père comme blanc, ma mère comme non blanche. Et du coup, ça nous a énormément rapprochés. Il y a des choses qu'on a développées. Et ça m'a aidée avec moi-même et ma santé mentale. Sauf que oui, au moment où, après mon coming out, du coup, ma transidentité était un problème pour elle. Et je me suis retrouvée dans ce dilemme de est-ce que je continue à investir ma relation avec ma mère et à investir le bagage culturel commun qu'on a, et je me sens plus en phase avec mon ethnicité, mon bagage multiculturel. Mais pour ça, je dois mettre sous le tapis ma transidentité, ou je dois accepter ces remarques transphobes. Ou bien je coupe court et je mets comme condition, tu dois respecter ma transidentité, arrêter tout propos transphobe, etc. Mais du coup, perdre potentiellement, et c'est ce qui est arrivé, perdre de la relation avec ma mère, couper court avec ma mère, et du coup, perdre accès aux éléments culturels qu'elle m'a transmis. Et du coup, me sentir très isolée. C'est le cas aujourd'hui, du coup. Très isolée sur le plan culturel, sur le plan des représentations. Du coup, voilà, ça a été le gros dilemme de, en gros, choisir entre le respect de mon identité de genre et le lien culturel, ethnique, je sais pas comment dire. Du coup, ouais, je me suis rendu compte au fil du temps que la perception de mon identité de genre dépendait de la perception de ma racialisation, et inversement. Et c'est quelque chose que j'ai pu retrouver dans des articles de recherche ou autres. Par exemple, ouais, le fait, même un peu avant mon coming in, de changer ma démarche, de changer ma manière vestimentaire, d'avoir des cheveux plus courts, de me raser la tête ou autre, d'avoir l'air un peu plus androgyne. Déjà, le fait d'avoir l'air moins femme, d'avoir l'air un peu plus masque, j'ai remarqué je white passais moins, généralement. Quand j'ai l'air moins femme et que j'ai l'air plus masque, on me socialise moins comme blanc ces dernières années, à Bruxelles. Ça dépend dans quel contexte j'ai lu, ça dépend des personnes. C'est vraiment très bizarre et ça va changer de sens. Et du coup, ça me donne des tricks mentaux. Et en même temps, le fait de moins être femme et d'avoir l'air plus androgyne, que parfois on me perçoive pas comme une meuf, parfois on me genre au masculin, par des inconnus. Je suis plus fétichisée comme quand je suis perçue comme une meuf, et quand j'étais perçue comme une meuf non blanche. Et c'est compliqué à analyser parce que dans chaque situation, je sais pas vraiment comment les personnes me perçoivent. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête et comment ils me perçoivent. Du coup, je peux pas toujours tirer des conclusions. Mais oui, il a un impact sur l'autre. C'est un peu micmac, comme je le dis, mais c'est un sujet très important, et j'ai lu d'autres témoignages là-dessus, que vraiment la manière dont on est racialisé va déjà changer la perception de notre genre auprès d'autres personnes. Et ouais, et inversement, et les deux sont intriqués. C'est pas possible de les isoler, en fait. C'est pas possible de penser son identité de genre sans penser comment on est racialisé. Et inversement, c'est très compliqué de démêler les fils, mais c'est très très intéressant, c'est très très important. Et moi, c'est quelque chose aussi dont j'ai besoin, d'avoir des espaces où on peut démêler les deux, ou emmêler les deux. Parce que j'ai eu accès, heureusement, à des espaces où j'ai pu rencontrer d'autres personnes non-binaires, comme notamment à Bruxelles, le collectif Let's Talk About Non-Binary, que j'ai connu à un moment très important pour moi, où je me sentais très très mal au niveau de ma transidentité. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes non-binaires, et c'était incroyable de les rencontrer. Et une fois que j'ai calmé ce mal-être, après quelques mois
auprès de ces collectifs, en fait, il y a les questions de mon ethnicité qui sont revenues et qui sont venues s'imbriquer avec mon identité de genre. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas suffisant, en fait. Il va falloir que tu creuses un peu et que tu mettes en perspective tes questionnements de genre avec, en fait, quelles sont tes représentations de genre? T'as pas eu les mêmes représentations de genre que d'autres personnes. T'as pas eu les mêmes représentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, à quel point la transphobie de ma mère vient de toutes les remarques transphobes qu'on peut faire à une meuf cis-taille immigrée en France, à quel point sa transphobie est en partie du rejet des stéréotypes qu'on a des meufs cis-taille, et du coup, à quel point le fait que je dise à ma mère que je suis trans, elle se dit non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas correspondre aux clichés qu'on a des meufs taille, j'en ai trop souffert en fait, t'as pas le droit de faire ça. Du coup, c'est des questions super importantes pour moi et en général. Qu'est-ce qui te procure de l'euphorie de genre? Ça a pas changé depuis mon coming in. Quand on me fait la remarque que je ressemble à un chanteur de K-pop, c'est c'est ma grosse euphorie de genre, parce que c'est ce à quoi je me suis identifiée quand j'ai fait mon coming in. C'est une forme de masculinité auquel je m'identifie, à laquelle je ressemble moins au fil du temps, parce que ces derniers mois, vu que je me sens mieux dans ma non-binarité, je me sens plus légitime parce que je suis entourée de personnes non-binaires incroyables et que ça me fait énormément de bien. J'ai plus forcément besoin d'avoir l'air masque dans l'espace public pour me sentir bien, et du coup, il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai envie d'avoir une esthétique plus femme et je me sens légitime de le faire. Ça me pose pas de questions sur mon identité de genre. Du coup, je ressemble moins à un chanteur de K-pop ces jours-là, mais voilà, quand on me fait la remarque que j'ai l'esthétique d'un chanteur de K-pop, que j'ai l'esthétique masculine d'un chanteur de K-pop, ça me fait énormément de bien parce que c'est la masculinité à laquelle je m'identifie. Tu pourrais décrire un peu à quoi ressemblent les chanteurs de K-pop pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, c'est des gens qui ont ma coupe de cheveux. C'est... Après, ça vient avec des normes très mainstream, hein, donc c'est tout aussi problématique, et c'est pas les seules masculinités qui doivent exister. C'est des personnes avec des traits asiatiques, c'est des personnes qui ont une esthétique androgyne, et ça m'a fait rire. Une fois, j'avais vu une vidéo un peu con, mais ça m'a fait énormément rire, d'une meuf qui était fan de chanteurs de K-pop et qui montrait une meuf blanche qui était fan de chanteurs de K-pop. Elle était ado et elle montrait à sa grand-mère des photos de chanteurs de K-pop trop beaux et tout. Elle lui faisait deviner c'était un garçon, une fille. Et du coup, généralement, une fois sur deux, la grand-mère disait c'est une meuf, elle est trop belle et tout. Et après, sa petite fille lui disait non, c'est un garçon. Fait waouh, il est trop beau et tout. Et enfin, cette vidéo était marrante, et il y avait pas la question de la grand-mère de pourquoi ce mec ressemble à une fille. Et du coup, c'est vraiment cet aspect d'androgynie, ou bien dans les codes vestimentaires, en fait, que j'ai l'impression, en tout cas les chanteurs de K-pop mainstream, et je pense que leurs équipes marketing jouent aussi là-dessus. Il y a beaucoup de jeux avec les codes de genre dans les styles vestimentaires. Et ça fait partie de leur beauté. Et moi, je les trouve magnifiques parce qu'ils ont la même coupe de cheveux que moi et qu'ils ont des codes androgynes. Non-binaire est un podcast documentaire de Flo Delval, produit par le studio Balado. Réalisation, Michel-Ange Vinti. Musique originale, Gérald Kurdian. Production Studio Balado, Julien Barbier et Michel-Ange Vinti. Merci à notre partenaire Xeno, plateforme qui valorise les personnes queer racisées. Merci à Let's Talk About Non-Binary, une collectif par et pour les personnes non-binaires.
Le podcast non-binaire est soutenu par la COCOF, la Région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux et vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Merci pour votre écoute, à bientôt.